le plaisir de vous présenter un film sur les dernières heures de l'usine Belref d'Andenne. Une initiative de M. Mordant, en collaboration avec M. Fernand Lancel et M. Pochel. Voici les dernières heures de Belref. Au lieu dit Belle-Mine, Lambert Gillet, originaire d'Andenne, fit construire en 1874 une usine de produits réfractaires. Une nouvelle capacité de production venait donc s'ajouter à celle de la société Pastor-Bertrand, fondée initialement par John Cockerill en 1836. Celui-ci, tout en la modernisant, utilisait ainsi la grande fabrique construite par le génial faïencier Joseph Wouters. Au fil des années, l'usine de Lambert-Gillet devint la plus importante de la société Timsonnet Pastor Bertrand et Gillet réunis, créée en 1925, qui, elle-même, fit partie du groupe Belref, formé en 1951. Ultérieurement, ce groupe Belref devint, comme on le sait, propriété de la société holding anglaise Hepworth de Sheffield. Le film que vous allez voir a été tourné au cours des derniers jours d'activité de l'usine d'Andenne. On y observera donc qu'une faible activité, contrastant avec celle développée antérieurement. L'équipement de cette usine n'était pas démodé et la capacité de cuisson du four-tunnel, mise en service en 1977, était de 3000 tonnes par mois. La fermeture de Belle-Mine, fleuron de l'industrie céramique de la région, met fin à une activité ancestrale. L'ardeur au travail et la compétence de la main-d'œuvre locale auraient sans doute mérité un sort meilleur. L'usine d'Andenne est située le long de la nationale 17 qui relie Liège à Namur. Celle-ci se trouve à 300 mètres du centre de la ville en direction de Huy. Le siège d'Andenne est l'une des 3 usines de la société Belref. Les usines de Saint-Guilain et d'Autrage, près de Mons, complètent la gamme des produits que notre société met sur le marché réfractaire. Réfractaires spéciaux et de silice à Saint-Guilain, coulis, ciment, mortier réfractaire à Autrage. La division d'Andenne fabrique les réfractaires dont la teneur en alumine se situe entre 9 et 85%. Les matériaux réfractaires sont des produits qui résistent à haute température. Lorsque cette dernière est élevée, en sidérurgie, four industriel, cimenterie, four à chaud, verrerie, c'est-à-dire pour des températures supérieures à 1000 degrés, la brique réfractaire trouve son plein champ d'application. Les matières premières sont stockées dans des loges et reprises par une grosse pelleteuse mécanique pour alimenter les différents broyeurs. La provenance des matières premières est très diversifiée. Les argiles proviennent de France et d'Allemagne. Les chamottes, qui sont des argiles cuites ou matières premières traitées, sont importées à l'état brut ou finement broyées. Les flins viennent d'Afrique du Sud et des États-Unis. Les andalousites et carfalites d'Afrique du Sud et de Bretagne. Les bauxites de Chine et de Guyane. Les matières premières sont broyées et tamisées pour obtenir des granulations différentes. En effet, la grosseur des grains a une importance considérable dans la composition des mélanges. Le broyage s'effectue en plusieurs stades. Concasseur à mâchoire,
broyeur à percussion, broyeur à anneaux et enfin, pour obtenir de très fines particules, le broyeur vibrant. Pour obtenir les différentes granulométries nécessaires à la réalisation d'un bon mélange, la matière première, après broyage, passe par des tamis inclinés superposés et à tête vibrante pour un meilleur passage des grains à travers les mailles de toile de tamis. Les matières premières sont déversées dans les trémies des alimentateurs. Un ensemble de l'installation de broyage. Les matières passent en dessous d'un déferriseur appelé overband avant de tomber dans le broyeur à choc ou à percussion. Les produits sont montés par des chaînes à godets et couloirs vibrants vers les tamis. Le refus est recyclé au broyeur. Toute la section de broyage est commandée depuis un tableau synoptique qui indique la bonne marge de l'installation par les différentes lampes allumées. Ensuite, par l'intermédiaire de couloirs vibrants, ronds, carrés et vis d'Archimède, la matière est acheminée vers les silos d'une contenance chacun de 20 mètres cubes. Le broyage est équipé d'une installation de dépoussiérage à filtre. Un chariot peseur sur rail circule en dessous des 36 silos et prélève en les pesant les constituants nécessaires à une composition déterminée. Genre de produit, dans la plupart des cas, on recherche la meilleure compacité que l'on obtient par le remplissage des vides entre les gros grains, par des grains de différentes grosseurs et par l'addition d'une proportion d'argile liante. Après peser des mélanges, le chariot peseur déverse les différents constituants dans un skip cloisonné qui est hissé à l'étage vers les installations de malaxage.
malaxeurs du type à contre-courant, équipés de meuletons, servent à homogénéiser le mélange, auquel on ajoute de l'eau et un liant organique. Une fois bien mélangée, la matière est évacuée par des ouvertures aménagées dans le fond des appareils au moyen de raclettes. Celle-ci est recueillie sur une bande métallique pour être transportée vers les silos alimentant les presses. Le façonnage n'est plus effectué en pâte plastique par voie humide, mais uniquement en pâte pulvérulente, avec un peu d'argile et une faible humidité, par pressage hydraulique ou mécanique. Les presses mécaniques et hydrauliques, qui représentent 90% de la production, compriment violemment la matière dans les moules en acier traité. Il faut produire de grandes séries de pièces car l'amortissement des modèles en acier est élevé. La matière réfractaire est très abrasive, ce qui provoque une usure importante des modèles. Chaque pièce façonnée est contrôlée à la sortie de la machine à l'aide d'un petit gabarit. Aux presses hydrauliques, le remplissage des alvéoles du modèle est volumétrique, tandis qu'aux presses mécaniques, dites à friction, le remplissage est pondéral. Voici un modèle métallique comprenant sa cage, ses entretoises, plaques et poinçons. Les pièces moulées sont disposées sur les palettes métalliques et reprises par un autoleveur qui les empile dans un séchoir à rayonnage, dans lequel elles séjournent pendant plusieurs jours. La chaleur nécessaire est fournie par l'air chaud provenant des récupérateurs placés dans la zone de refroidissement du four. Le temps de séchage dépend de la température du séchoir, mais aussi du volume et de la forme des pièces. Les produits à liaison chimique, qui ne sont pas cuits en usine, subissent un séchage prolongé en étuve à haute température. Après séchage, c'est-à-dire lorsque l'humidité résiduelle est inférieure à 1%, les produits à cuire sont retirés des séchoirs et placés dans une zone d'attente avant cuisson.
Suivant le programme de température du four-tunnel et le délai client, les produits sont repris et acheminés vers la zone d'empilage. Les produits sont à nouveau repris pour être empilés sur la sole des wagonnets. Un gabarit placé sur la sole délimite la zone d'empilage pour éviter d'accrocher les produits lors de leur passage dans le four et de respecter le passage des flammes au brûleur. En raison de son rendement thermique avantageux et de la commodité du travail de mise en place et de déchargement des briques, un four-tunnel moderne de 100 mètres de long équipe l'usine d'Andenne. Maintenant, j'ai demandé, parce qu'il est déjà pris, mais il va le remettre, et il va faire manuellement pour pouvoir voir la prise du wagon. Neuves des wagonnets se font automatiquement à l'aide de traînards et de transbordeurs. Ce sont des opérations lentes pour empêcher le basculement de l'empilage et les écornures des produits. Pour ne pas perturber le bon fonctionnement du four, le wagonnet est introduit dans un sas, l'écluse étant abaissée sur l'arrière du dernier wagonnet, situé dans l'entrée de la zone de préchauffage. Le volet mécanique s'ouvre. Le dispositif hydraulique intégré au transbordeur introduit le wagonnet dans le four. Ensuite, le volet se referme et suivra l'avancement du wagonnet, l'écluse intérieure étant relevée.
Le contrôle des températures est assuré par des thermocouples placés en voûte et dans les parois latérales du four. Des montres fusibles Seeger placées dans l'empilage permettent de contrôler l'exactitude de ces températures. Le four-tunnel est alimenté en gaz naturel. Celui-ci est étendu à une pression de 400 millibars pour alimenter les brûleurs et à 150 millibars pour les brûleurs jet, placés en quinconce pour homogénéiser la température dans la zone de préchauffage. 4 rampes de gaz avec vanne de régulation pour régler le début du gaz en fonction des températures alimentent 4 groupes de 8 brûleurs. La quantité d'air primaire de combustion est introduite par un système Venturi et dépend de la quantité de gaz injecté. L'air secondaire principal de combustion provient de la récupération de l'air dans la zone de refroidissement rapide. Celui-ci est refroidi à 500 degrés centigrades dans un mélangeur en prenant de l'air extérieur. Cet air est injecté autour des brûleurs. Les wagonnets sont introduits du côté où les gaz de combustion sont évacués. Les briques subissent un préchauffage par les gaz très chauds. Elles parviennent ensuite dans la zone de cuisson et ensuite dans la zone de refroidissement. La température de cuisson varie entre 1100 degrés centigrades et 1550 degrés centigrades. Comme les réactions dans les produits silicatés évoluent lentement et comme la différence de température entre la surface et le cœur de la brique peut être importante, du fait de la faible conductivité thermique de celle-ci, un maintien prolongé à haute température est nécessaire à une bonne cuisson. Le processus de cuisson n'est pas uniquement caractérisé par la température de cuisson, mais aussi par le temps pendant lequel le produit sera soumis à cette température. Lors de la cuisson, les briques abandonnent leur humidité résiduelle ainsi que les matières organiques et l'eau de constitution de la fraction argileuse. Les briques subissent des transformations physico-chimiques complexes. Passons à présent au processus de fabrication de la buzette, une des pièces maîtresses de l'unité rotative modulant l'écoulement de l'acier en fusion. Le moulage de la buzette est un procédé de fabrication très particulier, demandant énormément de soins, d'attention et totalement indépendant de la chaîne de fabrication traditionnelle. Nous ne parlons plus en tonnage de produits façonnés, mais bien en nombre de pièces. Les mélanges sont réalisés à partir de composants fruités dont la plupart sont fournis en sac à la granulométrie appropriée. 2 types de mélangeurs sont utilisés. Le mélangeur Marié et le mélangeur Yamada à meule qui ont pour effet de plastifier les mélanges. Les mélanges sont acheminés aux presses à friction 80 tonnes dans les trémies. Après pesage de la quantité nécessaire, le mélange est déversé dans le moule, soigneusement réparti et tassé. Le presseur place la matrice supérieure et à l'aide d'un chariot envoie le moule sous la presse. Nous assistons à la mise en forme de la pièce. Après pressage, le presseur opère au démoulage externe de la pièce. Enlèvement des coquilles, de la matrice supérieure et extraction de la buzette. Celle-ci est soigneusement contrôlée par le presseur. Une partie importante des buzettes sont cuites à haute température au four-tunnel et une autre partie sont traitées dans une étuve horizontale à basse température alimentée au gaz naturel et automatisée.
Chaque pièce sera soigneusement débarrassée de toute aspérité, nettoyée et inspectée avant emballage et expédition. Certaines pièces recevront un renfort métallique par le placement d'une coiffe en tôle après cimentage de la busette. D'autres pièces reçoivent un cerclage métallique. Nous assistons à la fabrication des busettes en béton réfractaire. Préparation des mélanges, un petit mélangeur du type Beba à palme mélange les constituants après apport d'eau. Le mélange est ensuite repris pour être introduit à la main dans des moules en tôle. L'utilisation d'une aiguille vibrante est nécessaire pour atteindre les propriétés de ce type de béton réfractaire. Alors tu peux mettre la housse. Attends, il faudra reprendre. Trois jours plus tard, sortie des produits cuits. Le wagonnet est repris par le transbordeur et acheminé vers une voie d'attente avant d'être conduit par la suite vers la voie de dépilage. Tout au long de la fabrication, des contrôles rigoureux sont effectués par le personnel du laboratoire et par les contrôleurs dimensionnels. Les briques cuites sont ensuite soigneusement triées tant au point de vue aspect que dimension. Les produits finis sont disposés sur des palettes de bois. Après étiquetage et houssage, la palette est prise par l'autoleveur et déposée à l'entrée du four à rétraction. Tu peux mettre la housse. Attends, il faudra reprendre.
La palette passe un court moment dans le four chauffé à 200 degrés centigrades. Celle-ci sort et la housse de plastique chauffée au contact de l'air se refroidit et se rétracte en serrant bien les produits finis. Les produits finis sont conduits et stockés sur parc, prêts à l'expédition. Une vue d'ensemble des produits fabriqués. Plan d'ensemble de la division d'Andenne. Quelques employés et directeurs sont présents lors des dernières activités de la division d'Andenne. Chaque camion, avant chargement des produits finis, sera taré, puis chargé et pesé à la sortie. La majorité des expéditions se font par camion. Nos produits sont utilisés dans des domaines divers tels que la sidérurgie pour les hauts fourneaux, les coppères, les fours à coque, les mélangeurs, les poches à fonte, les poches à acier, les répartiteurs, les fours à réchauffer, les wagons-poches, les coulées en source. La verrie pour les flottes à verre plat, les fours à verre creux. Les fours à chaud, fours verticaux, fours horizontaux, fours de sucrerie, les fours de cimenterie, les catalyseurs, incinérateurs d'ordures ménagères, poêleries. Tout cet aperçu de fabrication semble plus simple qu'il ne l'est en réalité. C'est une gamme de plusieurs milliers de modèles différents que l'usine produit, et cela en des quantités et qualités adaptées à chaque usage. Les compositions des mélanges sont étudiées avec le plus grand soin pour répondre aux besoins des utilisateurs. L'amélioration des réfractaires entraîne non seulement une augmentation de leur durabilité, mais souvent aussi une meilleure qualité de produits fabriqués, comme c'est le cas par exemple pour l'acier et la verrie. Nous espérons que ce petit film vous aura un peu mieux fait connaître une industrie typique de notre région.